Bref, j'ai commencé à me laisser porter par Nietzsche lorsqu'il dit que pour pouvoir pratiquer la lecture comme un art, donc ça c'est dans la généalogie de la morale, pour pouvoir pratiquer la lecture comme un art, une chose avant toute autre est nécessaire, que l'on a parfaitement oubliée de nos jours, une chose qui nous demanderait presque d'être de la race bovine, et certainement pas un homme moderne, à savoir ruminer. Pour lire, il faut savoir ruminer, comme les bovins. Dès lors, l'exercice consista à m'imposer une discipline, persuadé que je suis qu'il ne saurait y avoir de méthode sans discipline. Il a donc fallu, donc là, méthode, discipline, la question foucaldienne se pose à plat. Il a donc fallu avant tout lâcher les noms et lire donc, ou plutôt ruminer, tout Nietzsche. Tant qu'à s'imposer une discipline, autant s'en imposer une vraie de vraie. Mais en imaginant que l'on puisse tout lire, existe-t-il un tel tout? Un impétrant en philosophie qui voudrait, quelles qu'en soient les raisons, recherche d'une légitimité, tyrannie du surmoi, obsessionnalité massive, bref, un impétrant qui voudrait donc lire tout Nietzsche, pourrait-il lire tout Nietzsche? Et d'abord, ça serait quoi donc ce tout? Et si ce tout existe, est-ce qu'il serait possible de le lire tout entier? Donc là, ce sont des questions très Borges que je suis en train un petit peu de poser. Pour commencer, j'ai donc décidé de partir d'un principe, du principe qui n'est pas un axiome. C'est pas la méthode ladusienne, c'est même l'opposé de la méthode ladusienne. C'est pas un axiome, c'est un principe. Une hypothèse, si vous voulez. C'est pas un principe qui va se lâcher très vite, évidemment. Que ce tout existait. Voilà, je me suis dit, ce tout existe. Et je l'ai, pour les besoins de cette thèse, inventé, ce tout. J'ai donc pris deux décisions qui furent les plus folles de ces années de travail, et probablement qui seront devant vous, messieurs du jury, il y avait des hommes, voilà, messieurs et mesdames du jury, qui sera probablement la plus difficile à défendre. La première position, j'ai décidé que les œuvres philosophiques complètes de Nietzsche, éditées par Colli et Montinari, dans leur version française, n'étant pas germanophone, enfin, pas suffisamment germanophone pour le lire uniquement dans le texte, seraient ce tout. Ce sera donc mon premier principe. Le second principe, j'ai décidé d'être suffisamment bovin et d'avoir l'estomac suffisamment gros et fort pour, outre le fait de supporter de passer mon temps à regarder les trains, donc tolérer une telle nourriture à l'exclusion de tout autre pendant 2 années. Donc ma première année et demie de thèse, elle me posait la question, mes 2 années suivantes ont été de ne lire que Nietzsche, à l'exception de toute autre lecture. Parce qu'effectivement, je me suis imposé. Bref, j'ai décidé de prendre Nietzsche au pied de la lettre, et pour éviter d'être ce qu'il appelle une bête à cornes, de devenir un des meilleurs ruminants qui soit, voire le meilleur des ruminants de Nietzsche. Dans ce travail, je dis qu'il n'y a, nous disons, un impétrant dit encore nous disons, juste avant d'être accepté et de pouvoir dire je dis, nous disons qu'il n'y a pas d'exemplarité de Nietzsche en tant que tel, et que le lecteur de Nietzsche se doit être le meilleur. Pour ne pas être plus prétentieux qu'il ne faut, je tentais donc de me contenter, à défaut d'être le meilleur lecteur de Nietzsche, de devenir le meilleur ruminant de Nietzsche. Et pour cela, il fallait donc jouer le jeu du ruminant, à savoir ne pas trop réfléchir, mais mâcher, régurgiter ce qui avait été avalé, pour le mâcher encore et encore. Bref, tellement ruminer Nietzsche qu'il en arriverait à se perdre, à perdre son nom, et que, à se concentrer sur une telle tâche, le lecteur que j'étais en deviendrait réellement une vache. Autrement dit, une évidence est imposée, à ce jeu, l'auteur, le lecteur et l'œuvre allaient, de conserve, se perdre. Mais tout perdre, est-ce bien raisonnable? Car nous ne vivons pas ni dans une étable, ni dans un pré. Et la présente assemblée, nous tous qui sommes doctes, ou en passe de le devenir, cette assemblée n'est pas un troupeau de bovins, sauf à reconnaître qu'une faculté est un troupeau de bovins. À tenir une telle position, j'entendais déjà les remarques des humains trop humains qui, raisonnablement, et raisonnables, ne sont pas des animaux et qui rechignent à ruminer. J'entendais déjà les reproches qui pourraient être faits à cette méthode, comme infidélité à l'auteur, hypersubjectivité du lecteur, etc., etc. Autant de remarques raisonnables, trop raisonnables. Bref, je savais qu'une telle méthode expose celui qui se met à sa discipline dans un champ hors de la raison, et que si j'allais jusqu'au bout de cette thèse de philosophie, l'enjeu serait de construire une philosophie qui, d'une certaine manière, ne serait pas de la raison. Il faut préciser un autre point qui semblerait venir en contradiction avec ce banal travail de ruminant que je viens de décrire. Il y a quelque chose d'exceptionnel dans la rencontre qui s'opère avec Nietzsche. Je l'ai expérimenté comme tant d'autres avant moi qui en ont laissé des traces écrites. Il y a de l'exception dont il n'est pas possible de ne pas tenir compte.
Je parle d'exceptionnalité, et pourtant, je ne pense pas que Nietzsche soit exceptionnel, ou que le lecteur qui veut se mettre à sa rencontre doive être exceptionnel. Comme je viens de le dire, une simple vache en est capable. Et quand je dis vache, ce n'est pas une métaphore, comme dirait Deleuze et Guattari. Il s'agit bien d'une vache, d'un travail de ruminant. Le travail consistait à lire Nietzsche, à recopier les phrases, que je les comprenne ou que je ne les comprenne pas, à les taper sur mon ordinateur tous les soirs, celles qui me semblaient avoir de l'importance, à accumuler des milliers et des milliers de pages sur 2 ans de morceaux, de fragments, voire de Nietzsche. Donc un travail, somme toute, de ruminant. Pendant 2 ans, j'ai, somme toute, fait très peu de philosophie au sens classique du terme. Je ne suis pas allé lire ce que Klossowski disait de Foucault, j'ignorais l'influence de Bataille sur Foucault, j'avais arrêté en cours la lecture du Nietzsche de Deleuze. Voilà, je m'étais mis à ruminer Foucault. Donc quand je dis une vache peut le faire, c'est vraiment une question de discipline. La vache, si elle ne se discipline pas, elle mange plus d'herbe, et si elle mange plus d'herbe, elle meurt. Voilà. Donc moi, si je n'avais pas mangé cette herbe, je ne serais pas mort. Je serais mort en tout cas pour mon doctorat de philosophie. Ce serait peut-être pas si grave, quoique, subjectivement, peut-être un peu pour moi. Donc ce que je veux dire, c'est qu'une simple vache en est capable, et ce n'est pas une métaphore. Alors, s'il y a de l'exception, malgré tout, puisque je parle d'exception, où elle est cette exception? Selon moi, elle repose dans l'agencement, dans l'instant de la rencontre. Ceci est essentiel d'un point de vue éthique. Car s'il s'agit de ne pas attribuer à Nietzsche l'exceptionnalité de la rencontre, il s'agit aussi de ne pas se l'attribuer à soi. On ne va pas dire que Nietzsche n'est pas exceptionnel puisque c'est de l'herbe, et puis venir dire que nous, on est exceptionnel parce qu'on est une vache. Donc ça, c'est le jeu de beaucoup de Nietzschéens. Oui, Nietzsche, allez manger un peu de Nietzsche, etc. Évidemment, vous serez une vache exceptionnelle de manger Nietzsche. Non, cette exceptionnalité, si on est vraiment rigoureux, voilà, il n'y a rien de plus banal, réellement. D'où l'aspect éthique. Je voudrais, pour illustrer cela, évoquer un texte de Nietzsche, sa première conférence à Bâle, qui n'est pas dans le tout des œuvres philosophiques complètes, et qui est, parce qu'il faut une exception, la seule exception à mon travail. Il n'y a qu'un texte de Nietzsche que je n'ai pas lu, parce qu'il n'est pas dans les œuvres complètes de Nietzsche, mais il a été traduit en français, mais pour une raison inconnue, et vraiment inconnue, donc personne n'a pu me... Cette conférence, qui s'appelle Homère ou la philosophie, n'a pas été mise dans les œuvres complètes. Une erreur, je pense. Alors, que j'ai découvert tardivement dans cette recherche, puisque j'avais fini de brouter Nietzsche, si je puis dire, les œuvres complètes, et sans aucune allusion queer ou lesbienne, évidemment, que j'ai découvert tardivement dans cette recherche, et qui m'a confirmé dans cette voie. Nietzsche, dans sa conférence sur Homère, se demande, je vous l'explique un petit peu, comment décrire la personnalité du père des poètes. Après de nombreuses réflexions, Nietzsche en arrive à la conclusion qu'Homère est le nom qu'a pris un individu, alors que ce n'était pas le sien. Ce n'était pas celui que lui avaient donné ses parents. Ce n'était pas celui que lui avait donné l'État. Il y a un individu qui a pris le nom d'Homère et qui a agencé des fragments qui avaient été écrits probablement par le vrai Homère. Vrai Homère qui, lui, n'a donc plus de nom, puisqu'il a été pris par le Homère qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée. Ce premier Homère qui a écrit les fragments, qui peut-être n'était pas seul, qui était sûrement seul. Nietzsche, essayant de ne pas développer trop la question, il arrive dans un débat bien particulier à Bâle, lorsqu'il fait cette conférence en 1970. Le débat, c'est est-ce que l'Iliade et l'Odyssée, est-ce que Homère était une seule ou plusieurs personnes? Voilà, c'est le débat philologique qui a traversé tout le 19e, une partie du 20e, avant de s'arrêter. Lui, Nietzsche dit, moi je déplace la question, et je dis que ce Homère original, je peux vous dire une chose, assurément, il ne s'appelait pas Homère. Je vais même plus loin, dit Nietzsche, je l'appelle un jugement esthétique. Il utilise le terme, en le reprenant évidemment de Kant et en le détournant. Un jugement esthétique, dont on ne sait pas si cet auteur de ces fragments était un ou plusieurs individus, ce n'est pas la question. Bref, Homère est le nom d'un auteur anonyme qui s'est mis à l'épreuve de perdre son nom pour endosser le nom d'une multitude de fragments. Ok ? Il est l'agenceur dont l'individualité se part d'un nom qui ne lui appartient pas. D'accord ? Donc il y a quelque chose d'extrêmement complexe dans ce jeu-là. Quelque chose qui a été vraiment développé, je trouve, avec des concepts très forts par Deleuze et Guattari, évidemment. C'est cette question de l'agencement.
Comment est-ce que là, Homère arrive, un anonyme, arrive à échanger son nom et en même temps garder son nom, prendre son... Voilà, une sorte de flou comme ça. Alors si un jour vous avez l'occasion de lire cette petite conférence qui existe, qui est trouvable assez facilement, sinon je pourrais la... Enfin, vous pouvez la trouver assez facilement, elle est à la bibliothèque. C'est une merveille absolue, parce que on imagine quelqu'un qui vient passer un examen pour... Là, je m'échappe un peu de ma soutenance de thèse, parce que j'ai pas dit ça, ma soutenance de thèse, évidemment. Pour quelqu'un qui vient passer un examen comme ça, pour devenir professeur à Bâle, venir dire « mais votre débat, il est faux », c'est pas la question elle est ailleurs. Il faut quand même une sacrée comment dire... le mot qui me vient, c'est insouciance, mais c'est pas ça que je veux dire, être sacrément gonflé, enfin, vraiment. Alors, eh bien, de même, je pense que Nietzsche est le nom qu'a pris un agenceur qui ne se possédait pas, en réalité, ce nom. Auteur aujourd'hui anonyme, parce que dépossédé de son propre nom est possédé par le nom d'un autre. Autrement dit, possédé par le nom d'un jugement esthétique. Donc, en titrant cette thèse lecture de Nietzsche, avec un S à lecture entre parenthèses, je dis que Nietzsche est le nom sous lequel on range les fragments que sont les écrits de Nietzsche. Nietzsche est en ce sens un jugement esthétique. Et je dis que l'individu qui est allé jusqu'à sacrifier son nom sur l'autel de ce fondateur, individu qu'on a pris l'habitude d'appeler Nietzsche, individu né le 15 octobre à Röcken et né le 25 août 1900 à Weimar, cet individu nous a donné un exemple de lecture en acceptant, à force de les ruminer, de perdre son nom pour agencer ses fragments. En ce sens, et c'est en ce sens que Nietzsche représente une féconde brisure, pour reprendre le terme de René Scherrer et Guy Hockenheim dans L'âme atomique, et qu'une philosophie qui ne saurait donc être que de la raison, qui me semble être la question que vous posez dans votre livre, à tous les deux, s'ouvre de cette brisure, une philosophie du fragment qui décompose la lumière crue, blafarde du savoir, pour proposer une poétique de l'illimité. Et si vous vous êtes intéressé à ce moment-là au romantisme, notamment, sur la question de l'âme atomique, et si Nietzsche se colle à un moment très très fort avec la question du romantisme, notamment avec l'Athénéum, ce n'est évidemment pas pour rien, parce que cette brisure, pour reprendre votre terme, le terme de René de Guy, est vraiment cette façon de penser une philosophie qui ne serait pas que du savoir. Est-ce qu'elle serait de la raison? Est-ce qu'elle est de la raison? Elle n'est pas que de la raison, en tout cas. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Ainsi, dans cette démarche d'une méthode pour apprendre à lire, à bien lire, il m'a fallu construire le fragment comme concept. Je reste philosophe, au sens vraiment de Deleuze et Guattari, comme l'instant de la rencontre, qui est l'expérience d'un processus de subjectivation. Il s'agit bien de subjectivation, perdre son nom, devenir anonyme, récupérer un nom, être possédé par une multitude de fragments. D'accord? Comme donc l'expérience, un processus de subjectivation désindividualisant au seuil de l'éternel retour. Cette rencontre que moi, individu appelé Stéphane Jean-François Nadeau, je fais avec Nietzsche, l'individu qui a signé le manuscrit d'Ainsi parlait Zarathustra et qui est devenu fou en début janvier 1889, eh bien je pense que ce personnage, l'individu qui a signé le manuscrit d'Ainsi parlait Zarathustra, qui est devenu fou en début janvier 89, il l'a fait également avec Nietzsche. Donc Nietzsche est le nom d'un anonyme qui a pris ce nom de Nietzsche pour agencer des fragments écrits par un Nietzsche qui, lui, a accepté de perdre son nom. Quel était son nom? Peu importe. Quel est le lien de cette rencontre que représente la présente thèse? Peu importe. Ce qui importe, c'est de mettre sa subjectivité à l'épreuve de cette rencontre, d'expérimenter le fragment tel que nous le définissons dans notre thèse. Dès lors, la question se déplace. Après s'être demandé comment lire, la question devient quelle est la force, quelle est l'action de la lecture? Autrement dit, qu'est-ce que fait le fait de lire? La réponse est, je crois, composer. Pas recomposer, ni même décomposer, mais composer. Le lecteur, que j'appelle généalogiste, en ce qu'il se substitue, comme je tente ici de le dire, en composant un parcours de thèse, donc comme il se substitue à celui qui cherche son ancêtre et dessine des arbres généalogiques, il préfère au contraire suivre les rhizomes et sortir la tête du sol gris pour en profiter, un peu comme les pousses de bambou au printemps sortent d'une heureuse